C'est parti pour 17 ou 18 km jusqu'à Astorga. Et le ciel est un peu plus couvert ce matin. Voilà, ici à la sortie d'Hospital de Órbigo, il y a la variante qui continue tout droit le long de la Nationale 120 et le chemin qui part sur la droite. Alors ce week-end, ce sont les fêtes de la Saint-Jean ici. Mais hier, bon, il n'y avait pas grand-chose. Ils en étaient plus au stade de la préparation. Il y en a qui se sont même bien préparés au week-end, puisqu'on les a entendus passer dans la rue à 5 h du matin. Et manifestement, ils n'avaient pas bu que de l'eau. Qu'est-ce que ça fait du bien de marcher dans le calme. Nous abordons le petit village de Biarritz de Órbigo, qui est encore endormi en ce samedi matin. Et là, on va faire une petite pause chocolat pour Clémentine. Puis café pour moi. Autant dans certains coins, les balisages manquent un peu. Mais là, ils ont un peu forcé le trait. Bien, on va aborder nos premiers reliefs depuis longtemps. Enfin, relief modéré, puisque on va passer une petite crête qui nous conduira à Santibáñez de Valdeiglesias, qui doit être à 2-3 km, je crois. On n'est pas encore en Galice. Alors le village qu'on vient de passer a une grande tradition horticole. Petite précision, utile j'espère, si vous utilisez l'application Buen Camino, ne vous fiez pas à la trace qu'il y a sur cette application parce qu'elle vous fait passer un peu plus haut. Or, il se trouve qu'ils sont en train d'aménager des jardins un peu plus haut et que le chemin a été détourné sur le chemin qu'on est en train de suivre. D'ailleurs, en Espagne, j'utilise plutôt Gronze que Buen Camino parce que je trouve que Gronze est un peu plus à jour. Voilà, sur la gauche, c'est Santibáñez de Valdeiglesias. Et ensuite, eh bien, on passera la crête qui est en face. Dans beaucoup d'églises anciennes, ce ne sont plus les cloches qui battent,
mais c'est plutôt un marteau qui frappe les cloches. Et c'est peut-être mieux pour la résistance de la maçonnerie, qui a quand même diminué au cours des siècles. Ah, c'est gentil de nous encourager, parce que ça monte. Ah bah vas-y, essaie de manger mon téléphone. C'est malin, j'ai plein de bave sur mon pantalon maintenant. Un petit peu lourde tes guêtres. Bien, venons-en à cette deuxième session de la commission pontificale du procès des Templiers. Je ne la détaillerai pas parce que sinon ça me prendrait beaucoup trop longtemps. Sous une première impulsion de Ponsard de Gizy, la défense des Templiers s'est peu à peu organisée et de plus en plus de chevaliers s'y joignent. Si bien qu'au total, 532 chevaliers se joindront à cette défense. Tous ne se sentent pas en capacité de défendre l'ordre, mais assurent qu'ils feront de leur mieux. D'autres demandent à être libérés avant d'entamer toute défense et de pouvoir consulter le maître de l'ordre. Maître de l'ordre qui, lors de sa troisième audition, refuse toujours de parler devant la commission et demande à parler uniquement devant le pape. T'aurais pas 2-3 trucs à cacher, mon Jaco ? « 15 chevaliers refusent cependant de défendre l'ordre. Ouais, ben ça va les gars, on sait bien que vous digérez pas de ne pas avoir pu sortir à Chypre parce que vous étiez de garde, mais vous allez vous rattraper. » La suite, après la côte. Ah bah ça faisait longtemps. L'afflux de défenseurs est tel que les locaux prévus pour la commission ne suffisent plus. Et c'est dans les jardins de l'évêché que seront réunis les défenseurs. Dommage pour tes fraisiers, monsieur l'évêque. Les commissaires font lecture de l'acte d'accusation en latin aux 546 défenseurs présents, avant d'entamer la lecture en langage vulgaire. Ouais, bon, ça on va éviter, il y a des enfants qui écoutent. Langage vulgaire, donc langage du peuple, qui parle aussi bien le latin que je ne parle le serbo-croate. De nombreux chevaliers relatent les sévices qu'ils ont subis lorsqu'ils étaient en détention. Ah, c'est vrai que là-dessus on a souffert, hein frère Jean-Jacques ? Moi le pire, c'est quand on m'a enduit les pieds de sel et puis qu'on a amené la chèvre. Je vous laisse trouver la référence cinématographique. Outre ces témoignages qui remettent en cause la validité des aveux, certains n'hésitent pas à accuser les accusateurs de mauvais chrétiens, voire d'hérétiques. La suite, après cette petite aire de repos en Donativo, qui existe toujours. Bien, après cette pause, second petit déjeuner dans ce Donativo sympa, et qui est très fréquenté, il est temps de repartir et il nous reste 6 km à faire. Et je me suis tellement immergé dans la quiétude de ce début d'étape que j'ai pas vu les kilomètres passer.
Revenons-en à cette deuxième session de la commission pontificale, au cours de laquelle certains chevaliers n'hésitent pas à comparer leurs accusateurs aux hérétiques. C'est le cas notamment de Pierre de Bologne. Ouais, et puis, qui c'est qui défendait les pèlerins en Terre Sainte? Hein, frère Jean-Jacques? C'est certainement pas Guillaume de Nogaret. Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est d'attaquer le pape chez lui. Et en plus, il a été chassé par les matrones italiennes à coups de rouleau à pâtisserie. Ah, tu parles d'un guerrier? Ah ben exactement. Nous, on demanderait qu'à y retourner, mais Philippe le Bel a refusé la croisade proposée par Clément V. Ah ben c'est sûr que Philippe le Bel, il préfère garder notre pognon pour lui plutôt que de l'utiliser à défendre la chrétienté. Alors qu'avec tout ce qu'on a amassé, ben, on pourrait retourner en Terre Sainte. Et puis on pourrait peut-être utiliser Chypre pour faire, comme qui dirait, une base logistique avancée. Hein? Ah bah ouais, ce serait une bonne idée ça. Et puis en plus, c'est le début de la saison du tourisme nordique. Je vous épargnerai tous les arguments juridiques développés par les Templiers. Sinon, la vidéo risque de durer plus longtemps qu'une enquête pour financement illicite de partis politiques. Toujours est-il que Clément V avait prévu de clore la procédure, c'est-à-dire commission diocésaine et commission pontificale en octobre 1310 pour organiser le concile de Vienne. Eh bien, il le reporte d'un an, d'octobre 1310 à octobre 1311. Il y en a un, en tout cas, que ce retard des procédures n'arrangera pas, et même énerve plutôt, c'est Philippe le Bel. Mais de tout ça, nous parlerons demain, parce que nous sommes en phase d'Astorga. Et je viens de tomber sur un type qui voulait mettre un tampon sur nos crédentials, moyennant quelques petites pièces. Mais j'ai dit que, vu qu'on était parti du puits, qu'on n'aurait pas assez de place sur notre crédential si on mettait des tampons partout comme les Américains, eh bien qu'on allait continuer notre chemin. Et puis qu'on en mettrait un par jour. Il m'a répondu que dans n'importe quelle cathédrale, on nous donnerait une crédentiale, rectification, on nous vendrait une crédentiale. Et maintenant, après cette marche dans la campagne, on va entamer un tronçon urbain, comme à chaque arrivée dans les villes un peu importantes. Et après, on ira en face. Et en face, c'est pas encore la Galice, ce sont les Montes de León, parce qu'on va les passer, puis on va redescendre dans le bassin du Bierzo, avant enfin d'aborder la Galice. Et ici, les enfants sont tellement pressés d'aller à l'école qu'ils courent. Alors, message particulier à Angèle. Là, impeccable, on peut traverser le pont avec un chariot. Par contre, comme c'est métallique et qu'il fait chaud, ta chienne risque d'avoir un petit peu chaud aux pattes. Voilà, en face, c'est la cathédrale d'Astorga. Vu d'ici, ça paraît être au même niveau que celui où je marche, sauf qu'on aura un bon raidillon à grimper avant d'arriver au cœur de la ville. Gracias. Et en attendant d'arriver à cette cathédrale, eh bien comme d'habitude, on doit en passer par ces zones industrielles plus ou moins désaffectées. Mais au moins, le mur nous fournit de l'ombre. Parce que il doit faire plus de 30 degrés. Alors je ne sais pas si la vague de chaleur qui s'annonce va être aussi forte que celle qui est prévue en France. Tout ce que j'espère, c'est que ça ne va pas déclencher des incendies comme à l'été 2025. Parce qu'à Léon, j'ai discuté avec un luxembourgeois qui habite dans le coin.
Et il m'a dit qu'à l'été 2025, le chemin était fermé entre Léon et Ocebrero. Cela dit, faire le Camino Frances en été, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Rien que là en juin, ça commence à être limite. C'est peut-être pour ça qu'il y a moins de monde d'ailleurs qu'en mai. Salut Auguste. Nous arrivons à Asturica Augusta. Astorga. Voilà, on a cette passerelle à franchir qui est aussi praticable par les pèlerins qui tirent un chariot. Alors Clémentine me disait hier que ce qui l'avait frappé jusqu'ici, c'est qu'il y avait beaucoup de terrains vagues à l'entrée des villes. Bon, ultime raidillon de l'étape. Et celui-là, il est raide. Alors avant, les pèlerins portaient eux-mêmes leurs valises. Et maintenant, ils font plutôt porter leurs valises à roulettes. Alors ici sont les ruines d'une ancienne maison. Une ancienne maison romaine. Avec des mosaïques assez bien conservées. Voilà, on est dans Astorga. Il ne nous reste plus qu'à trouver l'albergue San Javier. Albergue qui n'est pas très loin du palais de Goli, qui est juste devant moi. Qui est un peu comme à Disneyland. Voilà, et ça c'est la cathédrale. Et donc normalement notre albergue ne devrait pas être très loin. Et elle est juste en face. On a un petit peu tourné dans les rues quand même. Voilà, fin de cette étape de 17 km. On est allé manger un morceau. Et là, il fait très chaud. On rentre à l'albergue. Et demain, ce sera Rabanal del Camino, à une vingtaine de kilomètres. À demain pour de nouvelles aventures.